Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille vétérinaire et entrepreneur Benjamin Dufour. Bonjour Benjamin. Bonjour Sophie. Alors Benjamin, tu es diplômé de l'Université de Liège en 2008. Tu es aujourd'hui vétérinaire praticien petits animaux dans ton propre cabinet à Lesdins et chef d'entreprise. Une entreprise qui s'appelle Sanalio, qui produit une solution de ration ménagère clé en main pour chiens. Tu es aussi mari de Camille, une de tes associées, papa de 3 merveilleux enfants et musicien dans un groupe de rock. Aujourd'hui, on va donc avoir le plaisir de parler pratique, entrepreneuriat, alimentation et musique. Are you ready? Carrément. Alors, comme d'habitude, je vais démarrer par la question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire? Eh bien Sophie, déjà merci de m'accueillir. Ça me fait vachement plaisir que je puisse effectivement parler un petit peu de tout ça. Pourquoi vétérinaire? C'est vraiment quelque chose qui était, je pense, comme pas mal de vétérinaires, relativement inné. En tout cas, c'était une évidence vers l'âge de mes 12 ans. J'ai une espèce de d'illumination entre guillemets, et c'est vrai que j'étais un peu dans les chevaux à l'époque, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est un peu comme ça, les gens qui font un petit peu d'équitation, ils se disent moi je serai vétérinaire. Et donc voilà, après je me suis un petit peu détaché du milieu équestre, mais j'ai eu toujours cette espèce de vocation qui est restée en moi, et donc j'ai commencé mes études euh, que j'ai finalement réussi. Et donc voilà, à la base ça part de ça. Et puis c'est sûr que je regrette vraiment pas, parce que c'est une super aventure, en tout cas comme formation. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez diversifié, et puis je regrette pas du tout d'avoir choisi cette orientation là. Alors certains l'auront reconnu à ton accent, tu es belge, donc pas vraiment question d'aller étudier ailleurs, j'imagine, pour toi. Comment est-ce que tu as trouvé tes études en Belgique à l'époque? J'ai un si fort accent que ça. Pourtant on me dit, donc on est de la région de Tournai, on dit toujours que effectivement il n'y a pas tant d'accent que ça, mais effectivement c'est vrai que en plus je côtoie pas mal de Français en ce moment, et finalement on me dit que j'ai quand même un petit accent. Oui, c'était une évidence en tout cas de rester en Belgique, donc on avait le choix de commencer la formation dans quatre villes belges, et puis moi je suis directement parti sur Liège. C'était la destination la plus lointaine de Tournai, là où j'habitais. Mais c'est vrai que j'avais entendu dire que le côté convivial des Liégeois était assez sympa, et je suis quelqu'un d'assez convivial. J'aime bien les relations humaines, donc ça a joué, mais il y avait surtout le fait que c'était la seule école où on pouvait accomplir la totalité des études, et j'avais pas forcément envie en milieu de course de devoir changer d'établissement. Et donc voilà, je pense que c'est surtout ça qui a fait. De toute façon, j'aurais dû coter, c'est-à-dire, donc là, je m'explique pour les auditeurs français qui nous écoutent. Là, je sais que c'est un terme tout à fait belge, donc vivre en colocation, quand on doit partir de chez ses parents, et vivre seul pendant le temps de ses études. Donc c'est vrai qu'en Belgique on utilise ce terme. De toute façon, les 4 écoles étaient trop loin de la maison, donc j'aurais dû loger ailleurs que chez moi.
Mais voilà, c'était un petit peu tout ça qui a fait. Et puis, à un moment donné, il faut bien choisir une école, donc on se lance. Bon, très bien. Tu fais bien de rappeler ce terme, je l'avais même oublié, tu vois, ça m'a fait bien sourire quand tu l'as évoqué. Donc tes études se passent bien, tu réussis. Ensuite, tes premiers pas en tant que jeune vétérinaire, comment ça se passe? Donc, en fait, moi, j'avais la maman de Camille, de mon épouse, qui est vétérinaire depuis l'année de ma naissance. D'ailleurs, c'est assez comique. Donc, elle est diplômée en 1983 de Kuregem. Et comment ça se passe? Assez naturellement. J'ai fait quelques petits remplacements en France parce que les remplacements en France, ça se trouvait assez facilement. Et puis, Tournai est une ville assez frontalière. On est à 10 minutes de la frontière. Donc, j'ai été faire quelques petits remplacements en France, mais vraiment à peine un mois ou deux. Et puis, je me suis directement fait installer avec elle. Elle avait son cabinet toujours dans la région de Tournai. Et donc, on a décidé de travailler ensemble et on a transformé son cabinet qu'on a fait grossir un petit peu et on l'a transformé en centre. Et donc, elle a terminé sa carrière. Voilà, elle a pris sa pension et donc on a terminé sa carrière à deux. Quand tu te lances avec ta belle-mère, qui n'était pas encore ta belle-mère, je pense à l'époque, il me semble, mais ta future belle-mère, elle était déjà ta belle-mère. Okay. On n'était pas encore mariés. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, mais effectivement, je suis avec Camille depuis très longtemps. C'est déjà entre guillemets ma belle-mère, oui. Ok. Et donc, tu lances aussi une partie équine quand tu te lances avec elle, mais que tu abandonnes au bout de 5 ans. Et je voulais savoir comment s'était passée cette période-là et pourquoi tu décides d'abandonner l'équine. En tout cas, moi, la représentation de la médecine équine que je me suis faite, c'est quand même, c'est un petit peu parfois ce qu'on m'avait décrit. C'est une clientèle assez particulière, des horaires qui sont quand même assez contraignants. Je faisais un petit peu de suivi de reproduction. Enfin, je faisais un petit peu de tout. Donc, j'avais fait dans mes stages de dernière année, j'avais fait une partie à la clinique de Morette, qui était quand même une clinique à Ternat, qui avait un niveau en équine qui était assez intéressant, et j'avais fait mon autre partie de stage en petits animaux, donc j'avais vraiment les deux visions du métier, en tout cas pendant mes stages, et donc tout naturellement, oui, j'ai commencé une pratique un petit peu sur les deux, pour voir aussi ce qui me plaisait le plus, et je pense que oui, c'est la rigueur que ça demande au niveau du travail. J'ai toujours eu envie quand même d'avoir une vie de famille aussi, de pouvoir consacrer du temps, voilà, à mes enfants, à mon épouse, etc. Et donc c'était assez compliqué. Et puis de nouveau, alors moi c'est l'expérience que j'en ai eue. Hein, tous les équins peut-être ne se reconnaîtront pas là-dedans, mais j'ai trouvé que en fait si on n'était pas 100% équine, 100% super bien équipé, etc., que entre guillemets dans la tête de certains propriétaires on restait parfois un petit peu le petit vétérinaire, hein, c'est des mots que j'ai déjà entendus, je les invente pas, et donc voilà, je me suis dit à un moment donné, soit je dois être à 100% dedans, soit ça me convient pas de travailler comme ça entre guillemets à moitié, et donc voilà, je me suis dit j'arrête la pratique de l'équipe. Ok, d'accord, très clair. Quelque chose de plutôt expérimental et qui t'a permis finalement de trancher, de dire ok, stop, je me mets à 100% sur les petits animaux. C'est ça, tout à fait. Et quelles étaient tes ambitions à ce moment-là? Donc ta belle-mère prend sa retraite, tu investis ton propre cabinet. Avant que tu viennes l'idée de Sanalio, comment tu voyais la profession et peut-être ton avenir là-dedans? Mais moi, à un moment donné, là, donc il y a à peu près, oui, il y a à peu près, finalement, il y aura vite une dizaine d'années de cette situation-là, quand je monte mon propre cabinet, etc. En fait, là, je suis très très actif au niveau de la musique, et je suis presque au point de me demander est-ce que je suis plutôt musicien ou plutôt vétérinaire. Donc, à ce moment-là, je monte mon cabinet pour faire de la médecine générale en petits animaux avec une clientèle relativement locale, et je laisse une place vraiment importante à la musique, donc quand même à peu près 2 jours par semaine, entre les enregistrements, les dates de concert, les moments de composition, parce qu'à ce moment-là, donc j'avais un groupe qui était qui proposait ses propres compositions. On partait à Bruxelles pour enregistrer dans des studios, etc. Donc c'était quand même 2 jours par semaine dans une vie active, c'est quand même évidemment ça prend quand même de la place.
Et donc c'était vraiment ça au départ. Et puis après, effectivement, là, ça a changé un petit peu avec l'arrivée du scénario. Et puis à un moment donné, il faut faire des choix. On peut pas se couper en deux, et on a que 24 heures dans une journée. D'accord, on y reviendra alors sur ce sujet vie perso, vie pro justement. Donc 2013, le flash, l'idée, Sanalio, explique-nous comment c'est venu. Donc c'est vraiment, ça m'est vraiment tombé dessus comme ça, puisque j'avais en fait une de mes meilleures clientes, c'était même, oui, je pense ma meilleure cliente, un peu historique, une de mes premières clientes qui est toujours restée très très fidèle. Et en fait un jour, il y a une conversation qui s'installe autour de l'alimentation de son chien. Et c'est vrai que ce qui a été le déclic, donc je dis bien le déclic parce que c'est pas ça qui m'a tout à fait motivé, mais c'est vraiment ça qui a donné l'impulsion. C'est qu'en fait la fille de cette cliente, parce que je pense que cette cliente qui avait la cinquantaine n'aurait finalement jamais osé venir en confrontation par rapport à ça. Et donc cette cliente est arrivée avec une feuille papier qu'elle avait imprimée, et avec en fait un tarif qui était bien plus bas d'un aliment que je vendais régulièrement à sa maman, et qui était bien plus bas et qu'elle avait trouvé sur Internet. Et donc il y a une espèce de, je vais pas dire qu'elle m'accusait, mais en tout cas elle me demandait des comptes par rapport à ce prix. Donc sa maman, elle jugeait que sa maman payait son sac de croquettes beaucoup trop cher, et que donc elle avait l'impression que je me faisais une énorme marge, et quelque part il y avait quand même peut-être un espèce de vol manifeste. Donc c'était ce qui m'était un peu reproché. Et donc je lui ai expliqué donc la réalité de la chose. Et maintenant, en plus, étant dans le secteur de l'industrie alimentaire, pet food, je connais bien les tenants et aboutissants, comment on arrive à ce résultat-là. C'est qu'en fait les laboratoires font des prix qui sont pour des gros volumes, pour des sites internet qui ont d'énormes débits, et les vétérinaires ne sont plus concurrentiels en termes de prix. Et donc on entend souvent les vétérinaires qui disent moi, chez mon fournisseur, je l'achète plus cher que ce que je vois le prix en ligne, et donc cette raison-là, c'est pour ça que cette situation-là s'installe. Et donc tout simplement avec cette situation-là, donc moi j'étais là dans le cadre d'une consultation d'un chien, je me suis dit mais bon sang, comment ça se fait que je doive me justifier de cette chose-là, et moi je suis absolument pas responsable de ça, des tenants et aboutissants du pet food, etc. Et donc ça a été un petit peu le coup de gueule sur la firme en question. Et donc j'ai tout de suite contacté la firme en disant dans quelle situation je suis mise. Et ce qui m'énervait le plus, c'est finalement si ce client remettait ma parole en question à ce sujet, eh bien il pouvait le remettre en question également par rapport à plein d'autres choses, des propositions d'examen complémentaires, et donc vraiment tout pouvait être remis en question. Et donc ça ne m'allait évidemment pas du tout. Donc il a fallu que je dorme un petit peu dessus, comme on dit, et finalement je me suis dit il faut qu'on récupère vraiment, il faut que je trouve une solution, et travailler avec les grandes firmes comme c'était en train d'évoluer à ce moment-là. Je sais pas si c'est notre avenir. Et donc ça a été vraiment ce déclic. Voilà, en gros. Si je reste au déclic. Oui, on va, t'inquiète pas, on va enchaîner. Mais d'ailleurs, il y a, face à ce que tu dis ça, ce qui me vient, c'est que depuis notre diplôme, on a connu beaucoup de changements dans l'alimentation des animaux de compagnie, avec notamment une professionnalisation de certaines marques, des changements dans les modèles de distribution que tu cites, et puis sans même parler des attentes des propriétaires. Comment est-ce que tu perçois ce marché aujourd'hui? Comment il a évolué déjà depuis la naissance de Sanalio, et comment est-ce que tu vois son évolution? Tout est possible. Je suis pas devin. Maintenant, moi, comment je le vois, je suis ravi qu'on ait finalement sorti une alternative. Quand même, peut-être pour la petite histoire. Donc, juste pour donner le contexte avant d'aller plus loin dans comment je vois l'évolution du marché de l'alimentation pour les animaux de compagnie. Quand j'ai eu ce déclic, moi donc mon réflexe, ça a été d'aller à la rencontre. En fait, j'ai recontacté la faculté de Liège pour essayer de voir un petit peu ce qu'ils en pensaient. Et donc j'ai demandé à rencontrer notre ancien doyen Pascal Leroy.
Et Pascal Leroy, finalement, après, franchement, est un monsieur vraiment très 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 sympathique. Je le savais déjà, mais là, c'est vrai il a encore renforcé ma perception que j'ai de lui. Et donc, après avoir discuté quand même quasiment tout un avant-midi, il m'a demandé un rendez-vous avec Marianne Dier, et on a commencé à discuter. Elle-même m'a envoyé dans le sud de la France pour rencontrer un ancien manager d'une grande marque de croquettes qui était un ancien étudiant aussi, un de ses anciens étudiants, et qui avait été manager pendant une dizaine d'années. Donc on a un peu fait le tour de la question, on a brainstormé, il m'a challengé, etc. Et puis quand je suis rentré à la faculté de ce rendez-vous qui a quand même duré, je suis allé dans le sud pendant 3 jours. C'est pas juste pour un rendez-vous de 2 heures. Eh bien voilà, j'étais je dois dire que j'avais été un peu complètement remis en question, et là en fait finalement Marianne Dier m'a dit moi j'ai quand même une idée depuis longtemps, et puis votre équipe elle me plaît bien, et donc c'est ça qu'on va développer, voilà. Et donc c'est comme ça que ça a vraiment démarré, en tout cas, cette aventure. Et donc oui, je suis ravi, et je la remercierai jamais assez de m'avoir tendu cette perche. Et comment je vois l'avenir, du coup, j'espère avec Sanalio présent sur le marché, évidemment, avec une place plus importante, encore plus importante évidemment qu'il a aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui ça reste quand même anecdotique, ça reste une start-up. Donc voilà, mais en tout cas prendre une place plus conséquente. Et je pense, il y a beaucoup de choses à faire. C'est clair que il y a c'est un milieu qui est évidemment très financier. C'est quand même un marché qui est absolument gigantesque, donc forcément qui attire peut-être tout type de tout type d'entrepreneurs, et peut-être des personnes qui sont moins recommandables que d'autres. Évidemment, je vise personne. Il y a plus de 5000 marques de croquettes dans le monde, donc c'est évidemment sursaturé. Maintenant, je pense qu'il y a aussi de la place pour des aliments logiques, des entreprises qui cherchent à faire avancer les choses, à faire avancer la santé animale, tout en répondant aux enjeux d'éco-responsabilité d'aujourd'hui. Donc nous, c'est en tout cas tout ce qu'on essaye de faire. On le fait pour l'instant à notre échelle de start-up, avec peu de bras et peu de têtes. Maintenant, c'est sûr que voilà, en tout cas, on œuvrera toujours pour avancer au niveau de la santé et de l'éco-responsabilité, qui sont vraiment nos deux grands piliers. Mais voilà comment je vois l'avenir. Il y a tellement en fait une demande aujourd'hui du public de le faire correctement, parce que le chien est vraiment de plus en plus un membre de la famille à part entière, et donc on sait très bien que une bonne santé passe par l'alimentation. Et donc je pense que ce secteur a encore vraiment de magnifiques années devant lui, puisque les gens en sont quand même conscients que l'alimentation c'est important. Et aujourd'hui les gens sont perdus en fait dans l'alimentation, donc avoir de bonnes informations, c'est vraiment un challenge, je pense, pour les années à venir. Et ce qui est nouveau dans nos sociétés aussi, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes viennent chercher leurs informations sur les réseaux sociaux, qui est pas évidemment pas le meilleur endroit pour trouver de la bonne information. Et donc, le challenge aujourd'hui, c'est de donner de la bonne information, parce que c'est clair qu'on voit tout et son contraire. Donc, nous, c'est aussi notre combat d'éduquer le propriétaire du chien pour qu'il nourrisse correctement son animal. Très bien. Écoute, c'est l'occasion du coup de faire un petit peu marche arrière, et dis-nous peut-être, Sanalio, c'est qui et c'est quoi? Voilà. Donc, quand on a eu effectivement cette idée qui venait de Marianne, donc qu'est-ce que c'est déjà le produit en lui-même? C'est un aliment complémentaire, donc par définition en fait, puisque il faut absolument rajouter une source de protéines pour que cet aliment soit complet. Donc on peut choisir, et d'ailleurs l'équipe de Sanalio va guider pour utiliser la bonne source de protéines. Donc globalement, on peut utiliser plusieurs catégories de sources de protéines, mais c'est des grands classiques, c'est de la viande, du poisson, des œufs, du fromage blanc. Et donc nous, on commercialise le reste de la ration. Donc ces sources de protéines-là, on est bien d'accord, c'est le propriétaire qui s'en charge. Il l'achète par ses propres moyens. Et nous, donc, on commercialise tout le reste, c'est-à-dire que ça prend la forme d'un espèce de muesli qui contient absolument, donc qui est composé d'une quinzaine d'ingrédients grosso modo, et qui contient absolument tous les nutriments nécessaires pour avoir une gamelle complète et équilibrée à tous les coups. Donc ça, c'est notre challenge.
Et l'avantage, évidemment, c'est que on a un aliment peu transformé type ration ménagère, hein, et donc c'est ça qui est très très intéressant par rapport à un aliment industriel classique. C'est ce côté peu transformé. Moi, c'est souvent pour expliquer aux gens qui ont pas, pour pas rentrer dans des choses trop techniques, c'est-à-dire une ration ménagère type Sanalio ou type ration ménagère classique. Le problème, c'est que la ration ménagère classique, parfois, elle est déjà difficile à équilibrer, et puis on se rend compte souvent que les propriétaires de chiens la déséquilibrent assez rapidement parce qu'ils vont oublier l'un ou l'autre composant. Donc là, avec le Sanalio, c'est pas possible, puisque tout est intégré dedans. Et donc, je dis souvent aux gens, donc sans rentrer dans trop de détails techniques, que un aliment ménager, c'est un aliment peu transformé, et un aliment industriel, on est quand même plutôt sur un modèle ultra transformé. Et ça, c'est quelque chose qui parle aux gens parce que eux savent très bien que quelqu'un qui mange toujours de l'ultra transformé, c'est quand même moins bien que de manger quelque chose qui est un peu moins transformé. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le produit. Il y a des applications vétérinaires, évidemment. On peut adapter le Sanalio puisqu'on touche à la source de protéines. Il y a moyen de faire beaucoup de choses en termes d'adaptation. Donc on le voit aujourd'hui, et ça on communique de plus en plus dessus. On fait beaucoup de recherches aussi et développement par rapport à ça. On le voit vraiment comme un couteau suisse et comme un outil supplémentaire dans l'arsenal thérapeutique du vétérinaire. Donc ça, évidemment, c'est ultra intéressant en étant sur une gamme réduite, puisque c'est vraiment la variété des protéines qui va faire que la gamme va d'elle-même pouvoir avoir plusieurs applications. Et je pense que tout le monde et les vétérinaires en premier sont en demande d'avoir des gammes qui sont pas trop complexes en termes d'avoir plein de produits différents, parce que forcément sinon ils doivent stocker énormément et parfois ils s'y retrouvent plus très bien. Donc ça, c'est évidemment une grosse demande. Donc ça, c'est pour le produit. J'espère que j'ai été clair. Très bien, très clair. Je pense qu'on a tous, je pense qu'en tant que vétérinaire, on a tous vécu les scénarios de demande de propriétaires qui veulent donner à manger à leurs chiens et qui veulent faire la ration ménagère, et on se gratte la tête en se disant oh là là, je vais encore devoir formuler une ration ménagère, et on sait à quel point c'est complexe et à quel point c'est facilement erroné. On peut facilement dévier aussi, Exactement. forcément. Et voilà. Ce qui est un gold standard à un moment donné, le devient pas forcément si effectivement ça devient un petit peu n'importe quoi. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et en plus, moi j'ajouterais quand même que on a donc effectivement, quand on a de la demande de ration ménagère, évidemment le Sanalio, c'est parfait pour ça, mais vraiment pas que, justement. Et ça, on a peut-être pas assez nous insisté au départ, quand on a aussi alors on connaissait le produit, mais maintenant on a 2 ans et demi de recul sur le terrain, et donc quand même pas mal de cas cliniques qui s'accumulent, etc. Et donc on se rend compte vraiment que le côté ménager apporte et bien équilibré, apporte des solutions vraiment thérapeutiques. Je pense à des problèmes, par exemple gastro-intestinaux, des gastrites chroniques. Moi j'ai été dans le sud de la France là il y a plus ou moins un mois d'ici, et j'ai eu un vétérinaire qui m'a vraiment dit, c'est un de nos meilleurs clients, il m'a dit c'est bluffant parce qu'en fait pour des gastrites chroniques, des chiens typiquement qui vomissent par exemple une fois par semaine, ça dure depuis des années, et puis on trouve pas exactement ce qui se passe. Eh bien, le fait de passer sur un aliment type ration ménagère peu transformé, ça résout quand même pas mal de soucis. Donc probablement parce que il y a certains constituants qui sont présents dans les aliments industriels pour la conservation, pour toute une série d'autres applications, et également le côté digestibilité. De nouveau, l'aliment, moi je ne crache pas du tout évidemment sur l'alimentation industrielle. Je pense que ça a été magique, et c'est toujours magique dans le sens où on a évité toute une série de carences qui étaient bien plus présentes avant leur présence. Donc ça, c'est très très bien évidemment. Mais par contre, en fait, on perd un petit peu en digestibilité, notamment sur de l'aliment sec, par le phénomène d'extrusion, donc qui est un phénomène physique qui permet la déshydratation et l'extrusion, donc pour faire le côté croquant aéré de la croquette. Mais il n'y a rien à faire. Le fait de monter en température et de procéder à cette technique de fabrication, on va dénaturer certains nutriments et donc perdre certaines qualités nutritionnelles. Et il y a des chiens tout simplement qui sont plus sensibles que d'autres. Et donc, ça peut être vraiment une bonne solution de passer en ménager. Voilà, et d'autres applications aussi qui sont intéressantes. Donc, tout ça pour dire que pourquoi pas à un moment donné penser le Sanalio en première intention, et pas finalement attendre d'avoir des demandes spécifiques de ration ménagère. Donc nous, c'est ce qu'on essaie d'inculquer un petit peu aujourd'hui.
les fameux ajustements des startups. Donc ça, c'est le c'est quoi, très clair. Le c'est qui. Donc, dis-nous tout. Le c'est qui, ça reste une aventure tout à fait familiale, basée ici en Belgique, toujours près de Tournai. Donc on a établi nos locaux dans un petit village qui s'appelle Olin, qui appartient à la commune de Brunehaut, donc à une quinzaine de kilomètres de Tournai. Donc je rappelle, on est frontalier, on est à peu près à une bonne demi-heure de Lille en France. Et donc on a installé nos bureaux là, on a installé nos ateliers de production là, parce qu'il faut savoir, voilà, notamment dans l'alimentation pour chiens, c'est la grande mode de demander une production en fait à des personnes dont c'est le métier. Donc il suffit d'aller voir certains fabricants et puis de faire sa propre étiquette et dire faites-moi tel aliment. Nous on a vraiment voulu produire nous-mêmes pour avoir totalement la maîtrise de notre production, pour pouvoir faire notre R&D en interne, etc. Donc voilà, ça a été une grosse volonté. C'est pas tous les jours facile, hein, parce qu'on a appris à devenir des industriels finalement sur 3 ans de temps. À notre niveau, hein, ça reste un procédé de fabrication qui est relativement simple. On fabrique pas non plus des fusées, donc voilà, ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est quand même un challenge. Et donc ça a démarré comme ça, et ça a démarré donc de manière familiale, puisque les 3 associés de Sanalio, donc c'est mon épouse Camille, sa sœur Marie et moi. Donc ça c'est vraiment les 3 associés. Et alors notre premier salarié, ça a été notre chef de production. Eh bien c'est le mari de Marie, donc le mari de la sœur de Camille. Voilà. Et donc je vais dire ça, c'est vraiment le noyau dur, un salarié, 3 associés. Et puis ensuite on a des salariés, mais donc le qui, j'espère que ça répond à ta question. Le qui, c'est ça, quoi. Ouais, super, merci beaucoup. Tu l'as dit aussi précédemment, Sanalio a aussi vocation d'être éco-responsable. Est-ce que tu peux détailler un peu plus? Oui. Donc, comme disait, c'était une phrase de Camille qui disait, je trouve que ça résume assez bien, c'est qu'on n'a pas voulu faire un produit de plus. On est un produit qui se veut différent par sa forme. On essaie de protéger un petit peu autant que faire se peut le réseau de distribution des vétérinaires. Donc, c'est sûr qu'on est à l'heure de la digitalisation, etc. Mais il est quand même logique que le vétérinaire qui passe une demi-heure à faire une recommandation nutritionnelle, voilà, il est quand même un petit peu la main mise sur cet aliment. Alors voilà, je pense que c'est pas un secret et ça me paraît logique. Il y a une petite marge qui est générée chez le vétérinaire qui fait une recommandation et qui vend. Il y a des bâtiments à chauffer, il y a des salariés à payer pour donner le sac au propriétaire. J'ai l'impression que parfois les propriétaires pensent que presque le vétérinaire ne gagne rien à revendre de l'aliment. Voilà, ça me paraît tout à fait logique. Dans toutes les autres professions, c'est évidemment absolument comme ça. Donc ça s'appelle le commerce, tout simplement. On achète quelque chose un peu moins cher, on le revend un petit peu plus cher. Sauf que chez le vétérinaire, ça a tout son sens, puisqu'évidemment en général ça va avec un conseil. Et donc c'est important de pouvoir utiliser les produits qu'on achète de manière correcte. Donc tout simplement pour dire que on avait donc de par la forme et de par finalement tout, on se voulait différenciant. Et donc le côté éco-responsable, on a 3 enfants, je pense que du coup on pense à l'avenir, on est bien placé finalement. Quand on a des enfants, on pense aux générations futures, on se dit oui, à un moment donné, nous on sera plus là. Et donc avoir un chien, de toute façon, c'est sûr que c'est polluant quelque part, et parfois ça, entre guillemets, on se le dit aussi. Mais d'un autre côté, enfin voilà, c'est tout le monde doit vivre. Alors à un moment donné, si on tient un discours pareil, effectivement, on peut aller très très loin. On essaie en fait de faire à notre échelle tous les efforts possibles pour travailler le plus proprement possible. Donc ça a commencé avec la sélection de nos matières premières pour faire les aliments. Donc c'est compliqué de trouver un cahier des charges, parce que évidemment, hein, on peut avoir de belles paroles et dire voilà, on va tout chercher de manière locale, etc. Si on n'est pas certifié par quelque chose, ça peut vraiment être des belles paroles, et puis à un moment donné, ça peut très vite dévier par pression financière, etc. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est de travailler. Donc déjà, on était en agriculture biologique, donc on a décidé de travailler en agriculture biologique, et en plus de ça, on s'est mis sur le cahier de charges bio européen avec
les crises de financières, de céréalières qu'on a eues à cause de la guerre en Ukraine, etc. Ça a été, mais vraiment, de nouveau, on s'est pas facilité la vie. Je me disais au départ, bah oui, peut-être que c'était un petit peu plus compliqué, mais forcément, on est sur des approvisionnements en quantité quand même assez importante. Et donc, à un moment donné, on peut être en compétition sur certains marchés. Et donc, travailler que avec des choses locales, quand il y a des conflits, même les autres pays vont venir absolument chercher sur les autres ressources. Et donc, on risque de plus pouvoir s'approvisionner. Mais enfin, on suit bien. Donc ça, c'est tout le travail de Marco, donc mon beau-frère, qui est chef de production et donc qui fait tout le travail du sourcing. C'est un travail qui est aussi colossal. Il faut surtout qu'on est en croissance, donc ça veut dire on peut pas stocker des matières premières. C'est de l'argent qui dort évidemment. Ça vient aussi à péremption forcément, des matières qui sont périssables. Donc il faut pouvoir jouer entre s'approvisionner suffisamment, mais sur des marchés qui sont tendus. Enfin voilà, c'est un véritable challenge. Donc on s'est mis cette difficulté supplémentaire, mais qu'on ne regrette pas du tout. On arrive à de toute façon s'en sortir pour l'instant. Donc l'agriculture biologique, ça j'aime bien aussi en retoucher un petit mot quand on parle de nos valeurs. Est-ce que le chien doit manger bio alors que plein de personnes entre guillemets n'arrivent pas à avoir suffisamment de revenus pour manger bio tous les jours? Je ne le pense pas, et c'était vraiment pas pour ça qu'on a choisi le biologique. Alors c'est sûr que ça séduit par le côté naturel, et puis c'est quand même des matières premières qui sont plus qualitatives et plus contrôlées, donc il y a quand même probablement moins de risques au niveau de la santé. Mais en fait, nous, c'est tout simplement parce qu'on n'imaginait pas un avenir bourré de pesticides, et que on a quand même des solutions, voilà, pour produire, en tout cas, on l'espère, avec en tout cas moins de pesticides. Donc voilà pourquoi on s'est plutôt lancé sur ce cahier des charges là au départ. Et puis, en fait, de nouveau, le packaging aussi, par exemple, c'est quelque chose qui est très important en termes d'éco-responsabilité. Donc, au départ, on est parti sur des packaging en carton et en papier recyclé avec des brevets alimentaires à 100%. On s'est juste rendu compte à un moment donné que malheureusement, il faut quand même protéger un petit peu plus l'aliment, et donc de manière un peu contrainte, on a dû réintroduire du plastique pour reprotéger un petit peu mieux l'aliment, et donc travailler pour l'instant sous atmosphère protégée. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour l'instant. Mais en fait, finalement, ça nous a ouvert des portes aussi, puisqu'on est vraiment en recherche de solutions plus responsables. Par exemple, ici avec la région Wallonne en Belgique, on a convenu avec eux de faire plusieurs tables rondes. Donc en fait, ils ont besoin d'entreprises qui ont une volonté de s'améliorer en termes de packaging. Et donc, on fait des tables rondes par rapport à des recherches sur des vraies solutions bioplastiques complètement biodégradables, etc. Solutions qui sont pas encore du tout abouties aujourd'hui. C'est plus du greenwashing quand on parle de bioplastique, etc. Parce que y a vraiment des problèmes dans des conditions normales de dégradation. Donc, c'est vraiment pas mieux que finalement les anciens plastiques qu'on connaissait, qui sont beaucoup plus vieux. Mais tout ça avance, et il y a tellement de personnes qui sont à la recherche d'amélioration par rapport à ça, que j'ai bon espoir qu'à un moment donné on trouvera des solutions de packaging beaucoup plus éco-responsables, parce que c'est clair que le plastique est un gros problème au niveau mondial, au niveau des océans, etc. Donc on a vraiment à cœur de travailler là-dessus. Donc tu l'auras compris, nous ce qu'on veut, c'est on peut pas tout révolutionner en 2 ans de temps. Donc en tout cas, on essaye toujours de faire du mieux qu'on peut, et du coup d'apporter le plus d'amélioration possible, et on se fait parfois un peu violence pour y arriver. Bon, tout ça en bonne voie en tout cas. Aujourd'hui, tu l'as dit, vous êtes plutôt petit, même si vous êtes en belle croissance. Est-ce que tu penses que l'éco-responsabilité, c'est quelque chose qui est tenable à grande échelle? En tout cas, je pense, donc à voir là où on se met la barre. Je pense qu'à grande échelle, en tout cas, toutes les entreprises ont intérêt à effectivement devenir de plus en plus éco-responsables. Et il y a quand même des choses, c'est toujours très lent quand ça vient des États, etc. Mais je pense qu'on tend quand même vers des productions plus durables. Et donc je me dis quelque part, si on a des longueurs d'avance, quelque part on sera toujours bien par rapport à ça, et on n'aura pas de mauvaises surprises, parce que c'est clair que une énorme entreprise qui a sa production qui est complètement définie, etc. Si à un moment donné il y a un changement de loi avec
une volonté de changer rapidement les choses, ils peuvent quand même être mis en difficulté. Donc voilà. Maintenant, est-ce que c'est tenable sur le long terme? Après, je pense qu'on n'a qu'une seule planète, donc je veux dire, en tout cas, il faut au moins se donner l'illusion de pouvoir y arriver. Nous, si à un moment donné, on doit en tout cas produire et que ça n'est plus du tout en adéquation avec nos valeurs, on continuera pas en tout cas vers cette voie-là. Je pense que nos clients sont prêts à payer un petit peu plus cher pour supporter notre qualité, donc là du coup directement pour leur animal, mais également nos engagements éco-responsables. Voilà, aujourd'hui, en tout cas, notre clientèle cible qui vraiment comprend nos valeurs et veut vraiment le meilleur pour la santé de son animal est prêt à mettre le prix et donc nous soutenir. Et après, ça dépend un petit peu le cible qu'on a. On n'aura jamais, on n'essaiera jamais d'aller sur 100% du marché. On reste quand même une certaine niche, en tout cas de par la forme et de par nos produits, en tout cas actuels. Après, ça peut toujours bouger, mais en tout cas actuellement, ça reste assez spécifique. Très bien. Donc finalement, plutôt un choix qu'une fatalité, quoi. Oui, en fait, moi j'ai toujours été d'avis que on peut, si on propose pas en fait au public, bien les gens n'ont pas le choix. Donc par exemple, je prends après je sais pas si les marques seront peut-être bipées, mais je suis pas obligé de citer la marque, tout le monde se reconnaîtra. Si si dans une grande surface il y a que des sodas de la marque très connue qui sont à vendre et que tu n'as pas les jus du petit artisan local, eh bien les gens, ils ont besoin d'acheter une boisson, ils vont acheter le soda forcément. Si à un moment donné, il y a une possibilité pour eux d'acheter différemment, ben voilà, ils vont le faire, mais il faut qu'on leur en donne la possibilité dans une société où tout le monde court et personne n'a le temps. Donc voilà, moi c'est ce que je me suis toujours dit, c'est que les gens, si on leur explique, je pense qu'ils sont preneurs, de faire qu'il y ait du changement et de consommer différemment. Mais si on leur donne pas les facilités pour pouvoir acheter les bons produits, là ils le font pas quoi. Très clair. Alors, tu as parlé tout à l'heure de challenge, de difficultés. Quels sont les plus gros challenges, les plus grosses difficultés que tu as rencontrées, que vous avez rencontrées depuis l'idéation de Sanalio? Oh, par lequel je commence? Bon, allez, un top 3, allez. Alors, le top 3, enfin, on peut un peu aborder ce sujet-là. En fait, je pense que quand on entreprend ce genre de choses, si on n'est pas épaulé, accompagné, je pense qu'on tient pas le coup tout simplement parce qu'on n'est pas formé en tant que vétérinaire. On n'est pas du tout formé à ce genre d'entrepreneuriat. Donc déjà, c'est connu quand on ouvre une pratique, surtout si elle est un petit peu plus grande et qu'il commence à y avoir des gestions de ressources humaines, etc. C'est déjà pas facile du tout, mais ça reste quand même vraiment dans le milieu dans la pratique de la médecine vétérinaire. Mais quand on passe le cap de partir sur quelque chose qui est quand même hors secteur. Bon, après là, nos clients restent les vétérinaires quand même, donc on va dire qu'on est un petit peu dedans quand même, mais c'est quand même sur un secteur qui est totalement différent. Si on n'arrive pas à avoir les structures d'aide et d'accompagnement et qu'on n'a pas le bon interlocuteur et la bonne personne à qui parler, à qui se confier, je pense que j'aurais déjà arrêté depuis vraiment très longtemps. Je pense que pour moi, le premier challenge, c'est l'humain. L'humain, quand on travaille en équipe, après ça, forcément, les vétérinaires qui travaillent dans des plus grosses équipes, c'est exactement la même chose aussi, mais la gestion de l'humain, la gestion des émotions, la gestion de finalement la motivation intrinsèque qu'on a de la part de nos salariés, le côté mission finalement que nos salariés peuvent ressentir, c'est ultra important. Et donc la communication avec tous les collaborateurs, c'est ultra important pour vraiment avoir de l'engagement de la part de nos collaborateurs. Et en fait, pour une startup, une startup égale une petite trésorerie. On commence de quasiment rien. Et quand on a des couacs, c'est ultra compliqué pour la trésorerie de l'entreprise en souffre forcément très rapidement. Des entreprises qui ont 100 équivalents temps plein, s'il y en a un petit peu un ou deux qui traînent un petit peu la patte, c'est dilué dans la masse, mais une jeune entreprise,
voilà, dès que c'est un peu plus compliqué, voilà, c'est absolument catastrophique. Et donc c'est la gestion, je pense, de toutes ces relations qui est pour moi le plus compliqué, parce qu'il faut que tout le monde s'y retrouve pour qu'il y ait vraiment une énergie super constante pour vraiment que ça bombarde, que ça bastonne, parce qu'une jeune entreprise, ben, il faut se donner à 300%, sinon on a du mal à décoller. Et voilà, donc ça c'est pour moi le premier challenge. Le deuxième, en fait, c'est pour ça que je dis par quoi je commence, parce qu'en fait, on a tout appris. Donc, comme je t'ai dit au départ, on a appris à devenir des industriels. Donc, on est fabricant d'aliments aujourd'hui. Donc, enfin voilà, en Belgique, on est suivi par l'AFSCA. Le pet food tombe dans la catégorie du feed, ce qui est complètement illogique, puisqu'on mange pas ici en Belgique ni en France, on mange pas les chiens et les chats. Mais malgré tout, la législation est faite ainsi, c'est qu'elle elle est dans le feed. Et donc parfois c'est un petit peu trop contrôlé, je pense, par rapport au fait que ce soit des chiens et des chats. C'est plus contrôlé, sincèrement, que l'alimentation humaine, de nouveau dans cette logique que ça pourrait, entre guillemets, rentrer dans la chaîne alimentaire. Donc il y a tout ça, il y a tous les contrôles qui nous tombent dessus. De nouveau, alors le plan, moi quand on m'a demandé de faire un plan HACCP, oui, je l'ai appris très très vite. Donc c'est l'analyse du risque. Mais bon, clairement, on n'est pas suffisamment formé pour faire un plan HACCP. Donc il faut s'entourer d'experts, etc., faire des réunions. Voilà, donc il y a toute une série de problématiques qui naissent d'une activité. On a l'impression qu'on va pouvoir faire au départ ça dans son garage et puis qu'on va pouvoir tranquillement commencer à vendre des sacs. Mais c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Donc des soucis de production, des soucis de relations entre les personnes. Ben on devient des commerciaux aussi, donc il faut apprendre à commercialiser. Donc tout ça est un métier aussi. Nous, on a eu assez rapidement 3 commerciaux qui étaient sur le terrain. Donc ces commerciaux, il faut les manager. En plus, on avait des commerciaux qui étaient à distance. Quand un commercial habite à 600 km, on peut pas le voir tous les jours. Donc voilà, tout ça est absolument très challengeant. Ça peut faire peur parfois, mais on arrive quand même finalement à régler les problèmes, à aller de l'avant. Et puis par contre, mais ça c'est connu pour les jeunes entrepreneurs, c'est le fameux ascenseur émotionnel. Donc voilà, il y a des trucs, quand c'est une difficulté, on s'en prend un gros coup, mais par contre après il y a des moments de joie qui sont intenses, où là on se dit mais carrément ça nous drive, ça nous booste à fond. Et voilà, il faut pouvoir gérer cet ascenseur émotionnel par contre, mais quand on arrive plus ou moins à le gérer, voilà, après c'est quand même que du bonheur. T'as un exemple d'un moment de joie là récent ou pas d'ailleurs, hein? Ah oui. Oui, heureusement j'en ai. Ben oui, il y a une semaine même pas, on a gagné le prix du public WAP Innov. Donc c'est un concours de l'innovation en Wallonie-Picarde, donc notre partie de la Wallonie. Et donc il y avait 4 startups qui étaient en concours par rapport à ça. Et donc il y avait un prix du jury et un prix du public. Donc on a remporté haut la main le prix du public. Et ça, ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est que le public, en fait, finalement, c'est quand même la plupart de nos clients. Et donc on se rend compte qu'on a des clients qui nous supportent, qui suivent vraiment l'évolution de la startup, etc. Et donc ça, oui, évidemment, on était super super contents de recevoir ce prix, et on s'est empressé de remercier tous les gens qui ont voté pour nous. Donc et puis c'est relativement local, c'est une partie de la Wallonie, mais du coup en fait on a rencontré, il y avait un ministre qui était présent, plein de politiques, plein d'autres chefs d'entreprise, plein de personnes qui sont là pour nous accompagner, pour lever des fonds, des choses comme ça. Donc c'est vraiment voilà, c'est un coup de projecteur sur l'entreprise, et c'était vraiment, et donc là c'était très très positif. Merci pour ce partage et bravo, félicitations. Merci. Je reviens sur ce que tu disais, voilà, tous les éléments, les difficultés que tu as élaborées. Effectivement, ça peut, à l'écoute, ça peut paraître très dense. Ce qu'il faut peut-être se rappeler, c'est que entre l'idée 2013 et aujourd'hui, on est en 2023, il y a 10 ans quand même d'écoulés. Quelles ont été tes premières, pour dégrossir un petit peu, quelles ont été tes premières démarches? Voilà,
t'as eu l'idée, t'es allé dans le sud de la France, Marianne Dier avait l'idée. À la suite de ça, si tu devais dire, voilà, en quelques lignes, comment ça s'est passé, comment ça a commencé à se mettre en place, qu'est-ce que tu nous dirais? Effectivement, alors 10 ans, ça a été ce fameux électrochoc. J'ai pas tout de suite contacté la faculté. On a réfléchi un petit peu nous-mêmes aussi en interne. Ça a tout de suite été, on a tout de suite intégré Camille, mon épouse et sa sœur. Donc on y a réfléchi à 3. Peut-être nous dire les professions, les anciennes professions déjà de Camille et Marie. Oui, donc les anciennes professions et actuelles, c'est-à-dire que Camille justement vient. Donc ça aussi, tu me demandais des moments de joie. C'est que Camille maintenant se fait payer par la boîte seulement depuis 1 mois, et donc elle a quitté son ancien poste. Et donc avant, elle était prof d'anglais dans le supérieur, donc donner cours à des adultes qui eux-mêmes devenaient profs de langue. Et donc elle a une formation de traductrice anglais-russe qu'elle a fait, le russe étant un petit peu moins utilisé surtout dans le contexte actuel. Et donc elle avait fait ses études à l'école de Mariapps à Bruxelles. Et Marie, donc sa sœur, elle est designer industriel de formation, diplômée de l'ACAMB, qui est aussi une grande école de design à Bruxelles. Et elle a également une carrière de prof dans le supérieur, donc où elle est prof d'art graphique, du coup. Et donc Marie, c'est vrai qu'au sein de Sanalio, au niveau de son boulot effectif, elle est plus responsable. Elle est d'ailleurs directrice marketing et communication, et donc c'est elle qui fait tout le graphisme, la communication, le marketing, l'étude des packaging, la communication sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est aussi tout un programme. Et donc voilà pour les formations de mes collègues. Donc on peut revenir, c'est moi qui faisais l'aparté parce que je me disais que c'était bien de le préciser. Donc on parlait de l'aventure Salagno et du début pour un peu dégrossir parce que ça paraît évidemment, enfin c'est énorme, mais pour quelqu'un par exemple qui se dit bon bah voilà, j'ai une idée, je me lance, voilà, je suis vétérinaire, j'ai envie d'aller plus loin dans l'entrepreneuriat. C'était quoi les premières étapes pour dégrossir un peu? Oui, c'est comique que tu dis ça parce que en fait, depuis qu'on s'est lancé dans cette aventure, j'ai régulièrement des vétérinaires justement qui ont des idées et qui savent pas par quel bout commencer. Donc c'est quelque chose d'assez fréquent finalement. Mais moi je te dis, je pense que enfin ça a été mon réflexe, c'est de contacter quelqu'un qui pourrait en fait, il faut en parler, je pense. Hein. Déjà, il faut quand on a une idée vraiment originale, je pense que c'est sûr qu'il faut pas tout divulguer avant de la démarrer. Peut-être, mais en tout cas, il faut pouvoir trouver des personnes de confiance qui ont peut-être d'autres contacts qu'on peut avoir et de bien expliquer, de bien pitcher son projet. Ça, c'est absolument essentiel. C'est de définir vraiment ce qu'on veut, parce que souvent, entre une idée et la concrétisation, voilà, il y a beaucoup d'eau qui coule sous les ponts, et ça peut vraiment prendre des allures assez différentes. Et puis oui, de nouveau, à moins d'avoir un background d'entrepreneur ou d'avoir des parents qui ont fait vraiment de l'entrepreneuriat, ça me paraît compliqué. Donc moi, le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de s'entourer. Et je te dis, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai contacté, voilà, ça a été Pascal Leroy, mais ça aurait pu être une autre personne. Pascal Leroy, d'ailleurs, m'avait aussi fait rencontrer d'autres personnes qui avaient fait des écoles de commerce, etc. Il y en a quand même pas mal dans le milieu vétérinaire. Donc de nouveau, si c'est un vétérinaire qui veut se lancer, en fait, des vétos entrepreneurs ou qui sont un peu dans le milieu de l'entrepreneuriat, on en a quand même. Ils peuvent me contacter parce que maintenant j'ai pas mal de contacts. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut en parler. C'est la seule solution, et se faire aiguiller. Et comme je te disais aussi, aujourd'hui, moi, c'est absolument essentiel de se faire aiguiller. J'ai eu la chance, enfin, on a eu la chance tous les trois de rentrer dans le réseau Entreprendre. C'est pas très connu en tout cas dans le milieu vétérinaire, mais le réseau Entreprendre, c'est un réseau qui avait été initié par les Mullier, donc les célèbres patrons de Auchan, parce qu'ils se rendaient compte que justement les jeunes entrepreneurs étaient un petit peu esselés et perdus finalement dans le début de leur activité.
Et donc, ils ont décidé de créer ce réseau. Et en gros, l'idée, c'est de te coller un parrain qui est lui-même entrepreneur et actif en entrepreneuriat. Ça, c'est hyper important, hein, parce qu'il y a aussi des coachs qui existent plutôt dans le public, etc. Mais c'est pas des gens, c'est des gens qui font du bureau. C'est pas des gens qui sont réellement entrepreneurs. Mais là, je te parle vraiment de gens qui sont entrepreneurs eux-mêmes et qui ont déjà plusieurs dizaines d'années d'expérience. Et donc ça, c'est absolument génial. Ce projet-là est essentiel pour éviter de faire des erreurs, pour te rediriger ou pour te remettre un petit peu d'aplomb quand t'as trop de doutes. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, je pense que c'est déjà un très bon conseil. Je pense que souvent on a une première idée et on sait pas, voilà, ça paraît un Everest devant nous, et que la première chose évidemment c'est d'en parler autour de soi. On a parfois peur aussi. Tu disais justement le côté partage d'idées, se dire quelqu'un va nous la piquer. Comme tu l'as dit très justement, entre avoir une idée et la mettre en œuvre, il y a un monde de différence. Et probablement, il y a plus d'avantages à en parler autour de soi et avoir des bons contacts et faire de belles rencontres que garder son idée pour soi et puis finalement jamais la concrétiser. En tout cas, moi, je pense que c'est un très bon premier conseil. Et puis souvent, c'est une histoire de rencontre. Et puis une fois qu'on met les choses en marche, c'est rencontre, petit à petit, les choses se font. Donc oui, très très bien. Ça répondait à mes questions. Je vais basculer un petit peu sur justement le côté vie perso, vie pro. Donc, Sanario grandit progressivement, prendre l'ampleur en francophonie. Comment est-ce que tu arrives à maintenir les deux activités, c'est-à-dire celle de praticien et celui de chef d'entreprise? Pareil, hein, ça c'est aussi des questionnements et j'ai beaucoup retourné et j'ai pas mal fait de tests différents pour trouver mon équilibre. Je pense que je l'ai à peu près trouvé aujourd'hui. De nouveau, on est tous les deux avec mon épouse dedans dans Sanalio, avec de nouveau 3 enfants. Donc ça c'est hyper important et ça a été pas mal de sujets de discussion, de garder absolument notre équilibre. En fait, on veut pas se retourner un jour et puis que les enfants aient 18 ans et qui quittent le nid familial, ils partent à l'UNIF ou travailler et qu'on se dise mais en fait je les ai absolument pas vus grandir. Donc c'est vrai que c'est essentiel pour nous de leur accorder du temps, de passer du temps et parfois alors de faire des choix et de se dire voilà, le pro va attendre un petit peu pour telle ou telle chose. Au niveau purement professionnel, effectivement, donc j'ai cette double activité. Déjà par rapport à ce que ça m'apporte sur Sanalio, enfin j'ai pas envie d'abandonner mon côté praticien, en fait, tout ça, déjà parce que tout simplement ça me sert énormément dans le développement du Sanalio. Ça reste dans la médecine vétérinaire, dans l'alimentation des chiens. Donc forcément, pour avoir du suivi de cas, pour voir exactement comment les chiens évoluent avec l'aliment, eh bien c'est ultra intéressant que je reste praticien. Donc ça c'est une chose, et donc pour cette raison-là, je garderai probablement toujours un pied dedans. Comment j'arrive moi à faire les deux en même temps? Eh bien, il a fallu aussi, et ça, il y en a au départ, j'y arrivais juste pas du tout, c'est que il a fallu que j'accepte que de nouveau, que je pouvais pas être partout, et pour mon cabinet, c'était la même chose. Et donc, il arrive que à un moment donné, je peux pas accepter plus de clients. À force de courir après plusieurs lièvres à la fois, on fait pas de bonnes choses. Et donc, à un moment donné, c'est de se dire, je suis pas tout le temps disponible, etc. Et donc, c'est vrai que ça, j'ai oublié de le mentionner, mais en fait, j'ai commencé une formation d'orthopédie aussi, et j'ai suivi le CES de l'université de Toulouse là en orthopédie et traumatologie des petits animaux. En fait, j'ai lancé à peu près les deux choses en même temps. Je me suis vraiment posé la question longtemps, mais le problème avec cette formation-là, c'est qu'il y a une liste d'attente qui est tellement longue qu'en fait, quand j'ai posé la question, est-ce que je peux pas la postposer, on m'a dit, non, soit vous venez, soit vous venez pas. Mais c'est pas, il y a tellement d'attentes et tellement de demandes, on peut pas commencer à postposer comme ça les candidatures. Et donc je me suis dit, oui, ça fait déjà genre 5 ans que j'attends, je peux pas, je vais la commencer et puis tant pis. Donc je l'ai commencé et je l'ai validé finalement. Donc j'ai validé en tout cas la partie théorique.
Et donc, je fais quand même pas mal d'orthopédie en référé aujourd'hui. Et en fait, ça me permet d'avoir des jours d'activité et de ne plus forcément prendre toutes les premières urgences et d'avoir voilà, de travailler avec un confrère qui a une dizaine de minutes du cabinet et pour les choses qui sont vraiment très urgentes. Donc en fait, j'ai une assistante qui répond au téléphone et qui est là, et si on peut difficilement prendre en charge, eh bien elle va le référer. Et si par contre ça peut attendre une journée ou que c'est le jour où je suis là, et bien là, du coup, on le prend en charge. Et le fait de travailler comme ça, j'ai finalement trouvé mon équilibre à partir du moment où je suis serein dans ma tête en me disant, bah oui, si à un moment donné, je prends pas cette décision-là, bah ça n'ira jamais. Et de nouveau, hein, j'en reviens un petit peu à la clientèle cible. En fait, moi, comme je suis seul vétérinaire à travailler, eh bien ma clientèle est assez fidèle et ma clientèle vient pour moi et pas vraiment pour une structure. Et donc en fait, les clients ont appris à ce que je travaille comme ça, et si jamais il y a quelque chose de plus urgent, ils vont en dépannage chez un confrère du coin, et puis en général, en fait, finalement, ils reviennent. Donc c'est très bien comme ça. Finalement, comme quoi c'est intéressant que cette rigueur et ces contraintes finalement te donnent plus d'équilibre que si tu étais à temps plein et que tu avais tout ton temps devant toi à consacrer à ta clientèle. Oui, parce que en fait, j'ai appris à dire non, quoi. Enfin, en fait, je suis obligé pour survivre. C'est comme ça à un moment donné. Enfin, voilà, c'est sûr qu'on a une obligation de soins, donc c'est-à-dire qu'on donne toujours une possibilité, voilà, d'aller voir ailleurs. On donne des cliniques de garde quand c'est pas possible. Mais mais à un moment donné, si on ne parvient pas à dire non, en fait, c'est juste invivable, et je pense que ça fait notamment, après, je suis pas un spécialiste, on sait très bien qu'il y a un certain mal-être dans la profession vétérinaire, mais je pense que le savoir dire non et se donner euh, bah, plus d'organisation pour vie privée et vie professionnelle, et bien en tout cas voilà, le fait de pas savoir scinder les deux, je pense que ça doit contribuer forcément à un mal-être de la profession aussi. Ouais, clairement. J'ai une question qui me taraude aussi. Une entreprise familiale, ça peut avoir aussi des inconvénients, je pense. Pas facile toujours de travailler avec les gens qui sont le plus proches de soi. Est-ce que tu as des remarques, des conseils à ce niveau? Oui, ben ça c'est clairement identifié chez nous, et c'est très juste ce que tu dis. En fait, je pense que ça a des avantages et des inconvénients. De nouveau, c'est de la rigueur, En fait, il faut pouvoir, et c'est quand je te parle de ça, c'est des erreurs qu'on a pu commettre au départ. C'est que à un moment donné, il faut se dire, ben ok, on ne parle plus boulot. On n'est pas tout le temps sur son portable en train de regarder le dernier mail avant de se coucher, et donc du coup peut-être en parler juste avant de s'endormir, et tout le monde soit bien énervé. Donc c'est de la rigueur absolument. Donc ça, il y a vraiment des moments pour la société, pour la boîte, il y a des moments qui sont absolument en dehors et qui doivent être préservés. Donc ça c'est ultra important. Donc le côté un petit peu négatif, c'est qu'il peut y avoir donc des débordements un petit peu par rapport à ça. C'est finalement, on vit Sanalio, bah oui, tout le temps, voilà. Par contre, le point quand même très positif, c'est que quand il y en a un qui flanche, t'as quand même ce côté familial, ce côté bienveillance que t'as nulle part ailleurs. Et donc quand il y en a un qui va flancher, t'as quand même les autres qui vont pouvoir vraiment le rattraper, etc. Et donc je pense, en tout cas des trois associés, on a eu nos moments, chacun nos moments, et on voyait bien qu'à ce moment-là, les autres étaient là. Et donc ça, c'est vraiment le côté positif. Et je pense que c'est quelque chose s'il n'y a pas ce lien très très fort, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, quoi. Très clair. Vos ambitions aujourd'hui pour Sanalio? Prendre une certaine place. Donc aujourd'hui ça, enfin alors c'est peut-être une impression, mais je veux toujours que ça aille plus vite, plus loin. J'ai l'impression que ça reste probablement trop anecdotique. J'ai envie, voilà, de vraiment prendre notre place dans la santé, en tout cas dans la santé animale. Pour ça, on a encore tellement de choses à faire. De nouveau, on est encore tellement en apprentissage. Nos ambitions,
c'est que nos clients soient contents, on puisse qu'on puisse voilà proposer vraiment des solutions pour les vétérinaires, continuer à avancer. Moi, à terme, ce que je veux vraiment, c'est à chaque problème alimentaire, à chaque problème diététique, avoir une solution Sanalio. Donc ça, ce serait vraiment mon idéal, et de devenir finalement une référence en alimentation pour chiens. Donc vraiment continuer à travailler la qualité, le côté professionnalisme, rigueur, etc. Donc ça c'est vraiment ce qu'on veut. Et alors en termes d'évolution, c'est géographique quand même. Alors l'idée c'est pas d'aller exporter dans les 4 coins du monde, parce que effectivement est-ce que ça a beaucoup de sens de nouveau de faire circuler comme ça de la marchandise? Je pense qu'il y a, en tout cas, tout ce qu'on peut déjà faire en local, faisons-le. Essayons de prendre le plus de parts de marché possible en local. De nouveau, dans cette idée de pas faire 4 fois le tour de la planète avec un sac d'aliments. Et puis c'est d'avancer. Donc, je pense que le public européen est prêt, en tout cas, et demandeurs en tout cas d'avoir des solutions d'alimentation saines pour leur animal. Donc voilà, pourquoi s'arrêter au côté francophone. Et puis moi, ça c'est aussi une fierté tu parlais de choses positives. Moi, quand je peux un petit peu découvrir des marchés ou des populations que je connais un petit peu moins bien, c'est hyper excitant de pouvoir rencontrer, de voyager, voir un petit peu comment les autres travaillent. J'avais fait par exemple en orthopédie, j'avais fait une formation à Édimbourg, en Écosse, une formation donnée par l'association orthopédique. C'était une révélation pour moi. Je me suis dit mais en fait on sort un petit peu de notre bulle franco-française ou franco-belge, et en fait les mentalités, les façons d'apprendre, etc. sont complètement différentes, et ça m'avait fait vraiment beaucoup de bien. Donc une volonté, oui, de s'élargir un petit peu. Et je pense que ce sera déjà bien si on arrive à faire ça. Clairement. La musique dans tout ça, t'arrives encore à pratiquer? Ça te manque pas trop? Choisir c'est renoncer, comme on dit, mais Oui, je pratique toujours. Je pratique moins fort qu'à l'époque. Euh, je le fais différemment. Donc j'ai toujours gardé un pied dedans. Donc j'ai jamais arrêté la scène. En fait, j'ai toujours eu des groupes qui donnaient des représentations. Une petite anecdote du coup, parce que là c'est très vétérinaire musicien. Tu vas voir, je m'explique. Au dernier France Vet, donc on avait un stand avec Sanalio. Et en fait, donc ça s'était terminé je sais plus si c'était samedi soir ou le dimanche soir, mais donc on a remballé le stand vers 18h, et en fait à 22h j'avais un concert. Donc là le salon se déroulait à Paris. Nous on remontait, du coup on est tout près de Lille, donc on remontait vers Lille, et coup de bol j'avais une date à Saint-Quentin, donc c'est à peu près pile entre les deux. Et en fait voilà, là on avait un gros festival, on a joué devant 5000 personnes, et on partageait en fait la scène avec Norbert Krief, qui est le fondateur du groupe Trust. Alors je sais pas si ça te parle. Donc c'est leur plus grand tube, c'est Antisocial, hein, pour les amateurs de rock français, c'est assez connu, et c'est un monsieur qui a été le guitariste de Johnny Hallyday pendant 7 ans. Donc c'est vraiment une belle pointure, et en fait voilà, enfin c'est via, mais finalement via une rencontre. Donc on avait déjà fait une date commune avant, et là donc on avait vraiment un beau festival, et il venait jouer avec nous 7-8 morceaux sur scène, et on partageait la scène avec Claudio Capéo, qui est aussi oui. un autre nom de la scène française. Voilà, donc je veux dire des chouettes dates comme ça, j'en ai encore de temps en temps. Et puis par exemple, ici, donc c'est vraiment la double casquette, hein. Tu vois, j'avais retiré entre guillemets mon costume représentant de Sanalio pour enfiler le blouson de cuir, voilà, pour monter sur scène. Et par exemple ici aussi, on m'a proposé à la VAC ici qui arrive, c'est très très bientôt, c'est dans moins de 15 jours. Eh bien, je participe à la soirée des artistes, qui est proposée depuis 5 ans. C'est la 5e édition qu'ils font. Et donc, en gros, ce ne sont que des vétérinaires. Il y a des musiciens, il y a des magiciens. Donc, c'est tout un spectacle
qui mettent en scène, et donc c'est un des soirs de la VAC. Et voilà, donc je prends la basse et j'accompagne sur 3 ou 4 morceaux lors de cette soirée. Voilà, donc encore un exemple où là vraiment on allie le côté veto au côté artistique, et donc finalement c'est ce qui me ressemble bien. Ouais, bah super, ouais, tout se complète finalement entre tes 3 casquettes, parce que c'est 3 casquettes au final, entre Sanalio, praticien et musicien. Bon bah c'est super. Et tu oublies père de famille, 4 casquettes. Et papa et mari, papa, oui, voilà, ça fait beaucoup de casquettes effectivement, mais t'as l'air en tout cas de bien jongler avec tout ça, et c'est plutôt encourageant. Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter dont on n'a pas parlé encore, peut-être? Rajouter peut-être toujours dans ce thème-là par rapport, et puis je pense que c'est vraiment un sujet qui est important pour en tout cas pour tous les vétérinaires, et finalement pour toute la société. C'est oui, c'est beaucoup de gens me demandent mais comment tu fais pour faire tout ça. Je pense que le principal, c'est en tout cas quand on est en couple, etc., c'est vraiment toujours le dialogue. C'est le dialogue, essayer de s'accorder vraiment du temps de nouveau pour ses enfants. Je pense que c'est ça le succès, parce que si on s'enferme dans un espèce de train-train et qu'on est vraiment absorbé finalement par son boulot, en fait, on peut avoir qu'un seul projet. Là, je pense aux praticiens. On peut être entre guillemets uniquement praticien, mais que ça nous prenne tellement de temps qu'il y a plus du tout la place pour autre chose. Donc, je pense que, enfin voilà, aujourd'hui, on peut quand même s'organiser, on peut s'associer, on peut se regrouper. Voilà, pensons au confort aussi de ceux qui nous entourent, parce que ceux qui nous entourent, n'ont pas forcément à subir la pression de nos choix professionnels, et donc ça c'est ultra important. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive à faire tout ça et à garder après c'est une histoire d'ambition, c'est tout ça, ils sont des chouettes projets. Moi j'aime bien aussi et ça aussi je le retiens c'était aussi Pascal Leroy. Je pense que on a des gens comme ça parfois qui nous marquent dans nos formations. Pascal est vraiment fait vraiment partie des gens qui m'ont marqué dans ma formation de vétérinaire, et il nous a toujours appris il faut toujours pouvoir se diversifier, avoir plusieurs cordes à son arc, et il donnait justement, il m'avait vu lors d'un concert, et il me donnait justement l'exemple lors d'un de mes examens oraux que moi je pourrais par exemple être musicien et vétérinaire. C'est vrai qu'on sait jamais de quoi l'avenir est fait, et ça peut très vite, tout peut très vite basculer, changer, etc. Et donc le fait d'avoir plusieurs cordes est toujours intéressant. Et puis du coup ça fait que c'est pas routinier. Et je pense que la vie aussi, pour pas que ça devienne monotone, il faut empêcher la routine de s'installer. Il n'y a rien de pire. Ouais. Très clair. Et peut-être je rajouterais que, en conséquence, notre métier ne nous définit pas, que c'est une partie de nous. C'est ça. J'ai une dernière question, alors pour toi. Quel conseil est-ce que tu donnerais à la plus jeune version de toi-même, le Benjamin Dufour, fraîchement sorti de ses études liégeoises? Est-ce que quelque part j'ai des regrets? S'il y avait d'autres choses à faire, est-ce que je le ferais un petit peu différemment? Oui, toujours dans l'idée de préserver son entourage. Après, de nouveau, je pense que j'ai vraiment trouvé mon équilibre aujourd'hui. Il y a peut-être des moments, du coup, c'était plus compliqué, mais oui, c'est toujours de dialoguer avec les gens, surtout quand je dis les gens, évidemment, c'est nos amis proches, les gens qui nous sont chers finalement, pour que ça vienne pas, pour que tout ce qui est professionnel en fait ne vienne jamais entacher les relations privées, parce que c'est sûr que tout ce qui est familial, des relations amicales, on sait très bien, et je pense que tout le monde se retrouve là-dedans, que certaines situations professionnelles peuvent toujours entacher certaines relations, et donc il faut absolument préserver tout ça, parce que c'est tellement dommage, et on s'en mord les doigts une fois que la discorde est installée. Parfois c'est compliqué, mais voilà, donc pensez en tout cas à tout ça, et que la vie est courte, et toujours s'éclater dans ce qu'on fait, quoi. Après ça, moi je m'éclate toujours dans ce que je fais, donc quelque part c'est pas quelque chose que je dois dire à moi jeune, mais en tout cas voilà, effectivement, faire attention à notre entourage qui nous est cher, en tout cas si on veut qu'il reste à nos côtés pour longtemps. Très bien, merci pour ce conseil.
Alors pour toutes ces personnes qui voudraient peut-être entreprendre et échanger avec toi, comment est-ce qu'on peut te contacter ? Eh bien, on peut me contacter. En tout cas, il faut surtout pas hésiter à me contacter. Moi, de nouveau, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont ouvert les bras et qui ont ouvert leurs oreilles pour m'écouter. Donc, je pense que je suis prêt à rendre l'appareil, en tout cas à ma petite échelle, sans aucune prétention, évidemment. Mais je suis tout à fait enclin à discuter et à échanger. Ils peuvent me contacter, je pense par mail, dans un premier temps, en me sollicitant. Mon adresse mail Benjamin. Il y a parfois certaines personnes l'orthographient pas correctement. Là, dans le podcast, j'imagine que ce sera quelque part noté. Oui. Donc benjamin.dufour DUFOUR @sanalio.bio. Attention, l'extension c'est bien bio, BIO. Très bien, merci pour ça. On mettra bien sûr le lien également, ainsi que les liens vers le site Sanalio pour que les personnes qui ne connaissent pas peuvent en découvrir davantage. Peut-être aussi tu pourras nous communiquer quelques liens musicaux afin qu'on puisse partager ça. Je pense que ça peut être sympa, si tu es d'accord. Bien sûr, bien sûr. Donc, à la limite, mon groupe actuel. Donc, le nom du groupe, ça s'appelle Total Foot Rock. Donc, Total espace Foot Rock, FOUTROCK. Là, tout attaché pour le coup. Donc, Total Foot Rock, qui vient en fait de l'expression Total Foot Track. Donc, un rude bazar, quoi. Ça s'utilisait pas mal sur les ondes radio. Donc, c'est complètement foot track. Donc voilà, ça vient de cette expression-là. Et donc là, donc c'est là que je te dis quelque part où j'ai levé un petit peu le pied. C'est un groupe uniquement de cover, uniquement francophone, et on est très très rock and roll avec un chanteur assez exubérant qui est tout à fait qui est hyper scénique et complètement fou sur scène, qui est ultra communicatif, qui va chercher son public. Tu peux avoir 10 personnes dans la salle qui sont assis en train de discuter autour d'une table et qui donnent l'impression de pas vouloir être dérangés. Il va les faire venir devant. Enfin, c'est assez hallucinant. C'est d'ailleurs un assez beau modèle pour moi en termes de présence scénique, et je me demande toujours mais comment il fait pour capter comme ça l'attention de son audience. Voilà. Mais donc voilà, allez voir ce qu'on fait. Oui, on est en concert dans le nord de la France, en Belgique, assez régulièrement. Donc, on sait jamais. Si vous êtes de passage dans le coin, faut pas hésiter à venir nous voir. Et pour l'instant, ce n'est plus que la seule formation que j'ai. Oui, j'ai eu un moment de 2 ou 3 groupes en même temps, mais là, clairement, voilà, de nouveau, il faut faire des choix. Donc, je me sens pas bien sans musique, donc c'est pour ça que je garde un pied dedans, mais je peux plus y consacrer autant de temps qu'auparavant. Bon, écoute, super. On mettra tout ça en lien, bien évidemment. Écoute, Benjamin, merci beaucoup pour toutes ces informations, ce partage. C'était un plaisir, bien évidemment. Et je te dis merci, à très bientôt. Merci à toi, c'était super en tout cas. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues. Abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.